Les résidents étrangers ont la parole. De Strasbourg et d'ailleurs. Actualité, culture, société sur RBS 91.9. Bonjour, bienvenue à nos auditeurs et auditrices. Vous êtes bien sur RBS 91.9 pour écouter votre émission de Strasbourg et d'ailleurs que vous propose le Conseil des résidents et résidentes étrangères. Elle est là, cette émission, pour vous donner à entendre la voix du monde au micro et à la technique. C'est aujourd'hui la talentueuse Nabou. Bonjour Nabou. Bonjour Tata Marianne, bonjour Strasbourg. Alors Marianne, de quoi va-t-on parler aujourd'hui? Aujourd'hui, nous allons parler de la prostitution dans le cadre de la lutte pour les droits des femmes. C'est un volet un peu noir, mais qui est hélas bien réel. D'accord. Et oui, donc comme dit notre émission de ce dimanche, lors de notre émission de dimanche dernier, on a pu vous parler des droits des femmes et le mois de mars est consacré aux femmes. Alors Marianne, peut-on avoir un peu de chiffres sur la prostitution en général? C'est un vaste sujet parce que ça dépend de la définition et il y a différentes façons, commençons par des chiffres, il y a différentes façons de chiffrer. Donc, globalement, il y a environ 30 000 personnes prostituées selon un office officiel, l'OCRTEH. Oui. C'est l'Office central pour la répression de la traite des êtres humains. Mm-hmm. Simplement, selon d'autres associations comme le NI que nous allons recevoir pour l'agence strasbourgeoise tout à l'heure, il y en a bien davantage et ça tournerait plutôt autour de 37 000 en France, dont la grande majorité, environ 62%, officierait sur Internet, 30% dans la rue, et 8% dans des bars à hôtesses ou dans des salons de massage avec des couvertures. D'accord. Je voulais ajouter qu'il n'y a pas seulement les chiffres, il y a un débat de fond sur comment, au-delà des personnes individuelles recensées, traiter politiquement et socialement ce qui est un point majeur de la question plus générale de l'égalité femmes-hommes, qu'on traite pendant tout ce mois de mars, donc du droit des femmes à accéder à une sexualité libre et heureuse. À toi, Nabou. Alors, le syndicat du travail sexuel, STRAS, comme on l'appelle communément, estime que le nombre de prostituées plus important, sans pouvoir le chiffrer précisément, donc comme l'a si bien dit Marianne tout à l'heure, et une grande majorité de ces personnes qui se prostituent sont des femmes. Les hommes ne représentent qu'entre 10 et 20% de la prostitution de rue. 80% des prostituées sont d'origine étrangère, selon toujours l'Office central pour la répression de la traite des êtres humains. Elles viennent notamment de l'Europe de l'Est, la Bulgarie, la Roumanie, pour ne citer que ces pays, d'Afrique, Nigeria, Cameroun, de Chine et d'Amérique du Sud, notamment Brésil, Pérou et Argentine. La majorité donc, sont victimes de réseaux de proxénétisme et de traite. Les autres, environ 20%, sont dites traditionnelles, donc les autres formes de prostitution. Le plus souvent, ce sont des Françaises, donc les 20%, et elles se revendiquent indépendantes. Oui, ça ce sont les chiffres du STRAS qui militent pour une certaine forme de société et de travail de ce qu'il appelle les travailleurs du sexe. Mais finalement, il y a d'autres définitions de la prostitution et comment finalement la définir, Nabou? Qu'est-ce que la prostitution ou qu'est-ce que finalement une personne prostituée? Alors, en droit, le régime de cette dernière est défini par un décret du 5 novembre 1947 comme étant l'activité d'une personne qui consent habituellement à des rapports sexuels avec un nombre indéterminé d'individus, moyennant rémunération. Le terme de rémunération peut être pris au sens large, mais également objet à valeur marchande ou même service. On en est où avec la législation sur cette activité, Marianne? Oui, donc la rémunération, ce n'est pas seulement de l'argent, ça peut être aussi une autre façon de rétribution. En France, le pays a rejoint, il n'y a pas si longtemps, le camp des pays européens sanctionnant les clients de prostituées.
Tout ça parce que la France a adopté en 2013 une loi qui est à tendance abolitionniste. Et cette proposition de loi socialiste qui a été votée mais qui a du mal à être connue et à être appliquée, renforçant la lutte contre la prostitution, a été définitivement adoptée par les députés, donc au terme donc de ces plusieurs années, plus de 2 ans et demi de vifs débats et controverses. Le vote, qui reprend d'ailleurs un engagement de l'ancien président François Hollande lors de la campagne présidentielle de 2012, met fin à un long parcours parlementaire commencé donc en décembre 2013 et à une longue bataille des associations abolitionnistes depuis pratiquement 20 ans. Et la liberté de disposer de son corps dans tout ça, Marianne? Eh bien, le principe juridique sur lequel repose le droit en matière de prostitution est celui du droit de disposer de son corps d'une part, et d'autre part, dans notre société commerciale, le droit de faire commerce d'autre part. La liberté de disposer de son corps va jusqu'à l'utilisation de son propre corps à des fins lucratives, mais ce principe fait exception à celui de l'indisponibilité du corps humain dans le cas des rapports sexuels, alors que par ailleurs, il y a interdiction de vendre son sang, un organe, etc., sauf éventuellement pour les cheveux, et encore en France, ce n'est pas très bien vu. Aussi, le droit de se prostituer est acquis parce que le droit d'entretenir des relations sexuelles relèverait strictement du droit au respect de la vie privée. Et la véritable controverse dans l'application de la loi de 2013 votée récemment est de trouver comment punir quand même la prostitution qui, par ailleurs, est du droit privé, mais ressort aussi du droit public, notamment pour un certain type de prostitution. D'accord. Et qu'en est-il des lieux de prostitution, Existe-t-il une réglementation particulière au sujet des lieux de prostitution, Marianne? Justement, on a encore dans la tête la réglementation qui est très ancienne en France, qui a interdit en 1920 les maisons closes, ce qui a été reconduit en 1946, alors que l'esprit de la loi de 2013-2016 est bien différent puisqu'elle ressort, de conventions internationales et surtout de recommandations de l'Union européenne en matière d'égalité entre femmes et hommes. Et donc cette égalité touche à la sphère privée qui devient par certains côtés publique. Donc il y a 3 volets dans cette nouvelle loi. Le volet punir. Punir, c'est une loi de pénalisation du client, puisqu'on ne peut pas et on ne doit pas punir les prostituées qui, dans cette démarche abolitionniste, sont considérées elles-mêmes comme des victimes de l'inégalité fondamentale des droits femmes-hommes. Et donc on punit le client. Il s'agit également dans cette loi de protéger. C'est une loi d'extension des protections des prostituées, notamment des étrangères mineures, précaires et non autonomes, en leur aménageant un accueil particulier dans la mesure où elles sont particulièrement fragilisées et notamment sans papier. D'accord. Enfin, il y a le 3e volet qui est le moins facile à appliquer, mais qui concerne tout le monde. C'est le volet éduqué, ce qui demande des dispositifs de prévention, d'éducation à la sexualité et évidemment d'accompagnement. Et ça c'est écrit dans les principes depuis 1975, mais il s'agit depuis tout ce temps-là de faire sortir la prostitution du seul domaine de la liberté de commerce pour la remettre au centre de l'éducation aux relations femmes-hommes dans une société égalitaire. Et il y a loin du dire au faire, et ce, malgré les lois récemment votées. À toi, Nabou, tu en penses quoi? Alors, est-ce qu'il existe des formes d'organisation de ces traites qui sont abolies ou réprimées par la loi? D'abord, en France, les lieux de prostitution sont interdites alors qu'elles sont, au niveau européen, permises. D'accord. Voilà, donc ça, c'est une première différence entre l'application de la même recommandation de l'Union européenne et des mêmes conventions internationales. D'accord.
En revanche, ce qui est interdit, c'est la traite des blanches, l'esclavage et les formes directes de prostitution quand elles sont de nature industrielle et faites par des tiers. Oui. Et c'est ce qu'on appelle communément je te laisse dire, non? Le proxénétisme. Oui, ou le racolage. Et oui, le racolage, oui, donc ça aussi c'est interdit. D'accord. Et qu'est-ce que le proxénétisme, Marianne? Eh bien, le proxénétisme, c'est le fait qu'un tiers organise le commerce du corps et des relations sexuelles contre rémunération. Et c'est donc l'exploitation de la prostitution par un tiers, pour dire ça très simplement. D'accord. Et le racolage, donc, est encadré par un décret du 25 novembre 1960 qu'il définit comme une attitude affichée sur la voie publique en vue de provoquer la débauche. Voilà. Souvent, en approche morale, on n'aime pas les prostituées parce qu'on les voit. Et quand on ne les voit pas, on pense qu'elles n'existent pas. Donc, le racolage en tant que tel n'est pas forcément toujours punissable parce c'est le proxénétisme qui est punissable. Et il se trouve qu'aujourd'hui, avec Internet, avec ce qu'on appelle un système prostitutionnel organisé et mondialisé, il est assez difficile de savoir qui sont les prostituées indépendantes et qui sont les prostituées soumises à l'exploitation de systèmes de proxénètes. D'accord. Ok, Marianne, donc je rappelle que notre thème, c'est la prostitution et les droits des femmes. Et pour mieux développer le sujet, qui avons-nous comme invité? Justement, pour parler de tout cela, notamment dans les applications actuelles et qui sont proches du terrain, nous avons deux représentantes d'une association très connue qui s'appelle le NI et qui sont Madame Évrard et Madame Collot Isabelle, que nous avons invitées pour nous parler de leur expérience et de leur expertise. Ok, parfait. Donc, avant d'accueillir nos invités, une petite pause musicale avec... Alors, qu'est-ce que je vais vous proposer? Lance la musique, Nabou. Oui, alors, une chanson de Baba Mal, African Queen. Je rends hommage à toutes les femmes du monde. De Strasbourg et d'ailleurs, les résidents étrangers ont la parole. De Strasbourg et d'ailleurs, actualité, culture, société, sur RBS 91.9. De retour sur De Strasbourg et d'ailleurs, émission du Conseil des résidents étrangers sur RBS 91.9. Avec nous à l'antenne, Isabelle et Aude. Isabelle et Aude, pouvez-vous vous présenter à nos auditrices et auditeurs et nous présenter votre structure? À vous. Alors, Isabelle Collot, je suis au Mouvement du Nid en tant que salariée. J'ai commencé comme bénévole en 86. C'est une association qui repose sur l'engagement à Strasbourg d'une vingtaine de bénévoles. Et avec moi, Aude va se présenter. Elle représente les bénévoles et est responsable de la délégation. Bonjour tout le monde. Comme vient de le dire Isabelle, je suis Aude Évrard-Debatte, déléguée départementale de l'association du Mouvement du Nid Bas-Rhin. Oui. C'est bon. Pour expliquer très rapidement en quoi consiste l'association, nous sommes une association nationale qui a fêté ses 80 ans d'existence l'année dernière. À Strasbourg, depuis plus de 35 ans, nous accompagnons sur le terrain les personnes prostituées que nous rencontrons à la fois dans les lieux de prostitution et à nos permanences d'accueil qui ont lieu 2 fois par semaine. Oui. L'objectif de notre association, c'est de lutter non pas contre la prostitution, parce qu'on pourrait faire l'amalgame qu'on lutte contre les personnes prostituées, mais contre le système prostitutionnel, ce que nous on nomme système prostitutionnel, c'est-à-dire les clients, les proxénètes et la société qui maintient, qui perpétue l'idée que la prostitution est un travail comme un autre, si je puis dire, une activité banalisée. D'accord. Pouvez-vous nous éclairer, parce que je crois n'avoir pas tout compris des lois en cours, sur comment ça se passe aujourd'hui, votre action, dans le cadre législatif actuel en France?
Alors, pour expliquer rapidement, et puis Isabelle complétera, comme vous l'avez dit tout à l'heure, en effet, il y a 2 ans, nous avons une nouvelle loi qui a été adoptée par le Parlement français le 13 avril 2016. Cette loi tend à abolir le système prostitutionnel et à lutter contre le proxénétisme. Comme vous l'avez dit, en effet, elle instaure le délit de recours à l'achat de services sexuels, donc de pénalisation des clients. Mais elle a 3 autres volets dans la loi qui sont tout aussi importants et qu'il est, à mon sens, important de rappeler. Tout d'abord, elle renforce la sensibilisation des jeunes aux risques prostitutionnels. Donc, ça participe d'actions pédagogiques auprès des jeunes de collèges, lycées et d'autres structures pour leur faire prendre conscience de la gravité de la prostitution et surtout de l'égalité entre les femmes et les hommes. Elle renforce également la lutte contre le proxénétisme, et notamment sur Internet. D'ailleurs, je ne sais pas si vous savez, mais le Mouvement du Nid, il y a 1 an ou 2, a déposé plainte contre le site Viva Street, un pourvoyeur de petites annonces sur Internet pour proxénétisme aggravé. Donc cette plainte est toujours en cours devant la justice. Et enfin, je pense que c'est le point le plus important de la loi du 13 avril 2016, c'est elle instaure en fait des parcours de sortie de prostitution au bénéfice des personnes prostituées. Et elle met en fait en place des commissions départementales sous l'égide du préfet avec tous les acteurs institutionnels et les associations agréées, donc qui accompagnent les personnes prostituées au quotidien afin d'insérer en fait des personnes désireuses de quitter la prostitution dans ces parcours qui leur permettent de bénéficier d'une allocation d'aide à l'insertion professionnelle, d'un hébergement et d'un titre de séjour pour les personnes en situation irrégulière. Et je tiens également à préciser que toutes les personnes prostituées ne sont pas étrangères, qu'elles représentent entre 85 et 90% de la population qu'on rencontre, et que le trafic d'êtres humains ne concerne pas seulement les étrangères. Il ne faudrait pas qu'on tombe dans l'écueil. Les personnes françaises, entre guillemets, peuvent également faire l'objet de proxénètes et de trafic d'êtres humains. Donc, Isabelle, si tu veux. Peut-être qu'on peut aussi préciser la grande nouveauté de la loi, c'est que jusqu'en 2016, les personnes prostituées étaient considérées comme des délinquantes, puisque à l'époque, il y avait le délit de racolage. Et le fait de se prostituer rendait les personnes prostituées passibles d'une amende et de 3 à 6 mois de prison. Et l'amende pouvait aller jusqu'à 3 500 €. Et la nouvelle loi a carrément inversé les rapports. La personne prostituée n'est plus la délinquante. On a abrogé ce délit de racolage. Et on a inversé les rapports et les responsabilités en ce sens que maintenant, acheter un service sexuel devient un délit. Et pour les hommes qui s'en sont offusqués et qui ont trouvé que c'était peut-être anormal, je tiens à rappeler que quand même, à l'époque où les prostituées étaient considérées comme des délinquantes, il n'y a jamais eu de collectif qui s'est mobilisé pour dire c'est injuste. Alors que là, actuellement, pour les hommes clients, c'est pas un délit, c'est une contravention. Donc il n'y a pas vraiment de risque de prison, sauf si on utilise des mineurs. Et l'amende va jusqu'à 1 500 €. Pour les personnes prostituées, c'était 3 500. Donc je crois qu'on n'en est pas encore là, vous voyez. Mais c'est vraiment la nouveauté, je crois, un changement de regard. La prostitution n'est plus vue du côté à partir uniquement des prostituées à qui souvent on donne un rôle social, les filles de joie, on justifie leur utilité. Mais là, on veut responsabiliser ceux qui achètent des services sexuels. Bien sûr, ouais. Et à votre avis, qu'est-ce qui pourrait motiver une femme ou une personne lambda à vendre son corps ? Alors, la prostitution n'est pas uniquement une affaire de femmes, comme on l'a dit. C'est bien le système. Alors là, c'est vrai que vous parlez des personnes prostituées. Il y a quand même chez les personnes prostituées 10% d'hommes, donc c'est pas à négliger. Les causes qui justifient la prostitution, qui amènent des personnes à se prostituer, sont multiples. Certes, il y a les raisons économiques, besoin d'argent, mais ça ne suffit pas. Toute personne qui a un besoin d'argent n'en arrive pas à se prostituer. Et ça, on le voit, quelles que soient les formes de prostitution, y compris celles par Internet. Il y a en amont, très souvent, des violences qui ont été subies par les personnes, en particulier des violences sexuelles. C'est-à-dire que la prostitution est aussi l'expression d'une souffrance qui peut être niée. Lorsque les personnes revendiquent la prostitution, eh bien, c'est aussi une façon de se préserver et de conserver de sa dignité. Et là, on ne peut pas en vouloir aux personnes. Mais je crois qu'il faut apprendre à décoder, et avec le temps, petit à petit, il y a des personnes qui osent exprimer toute leur histoire, tout ce vécu de violence avant la prostitution. Je crois que la prostitution, c'est pas un choix, c'est rarement un choix. Par contre, c'est l'expression de violences multiples pendant la prostitution et avant la prostitution.
Tu veux ajouter quelque Juste chose pour d'autre rajouter là-dessus, moi j'ai toujours présenté la prostitution comme étant à la fois une violence sexiste, mais également raciste et classiste. C'est rarement les femmes blanches bourgeoises des beaux quartiers de Paris qui vont se retrouver dans la prostitution. Il faut pas se leurrer. Et je tiens également, pour pas non plus prendre trop de temps, mais à rappeler que si on a besoin d'importer entre guillemets de la marchandise étrangère d'Europe de l'Est et d'Afrique, donc dans des pays en voie de développement ou pauvres comme la Bulgarie, c'est qu'il y a quand même bien un problème, et ça veut bien dire que il y a très peu de personnes qui le font par choix libre et éclairé. D'accord. Est-ce que ces propos viennent aussi de votre expérience de terrain, j'imagine, notamment dans notre bonne ville de Strasbourg? Bien oui, Strasbourg est capitale européenne. Voilà. Et en tant que capitale européenne, elle n'échappe pas aussi au trafic d'êtres humains. On a été une des premières villes de France avec Nice et Paris à l'époque, en 96, à être au cœur des premiers trafics des pays de l'Est, en sachant qu'avant cette date où ça s'est vraiment révélé, où ça a créé des nouveaux lieux de prostitution dans la ville, ça a suscité des manifestations de riverains, il y a toujours eu des personnes étrangères dans les personnes qu'on rencontrait sur les trottoirs. Mais il est vrai qu'en 2016, de 2016 à 2018, on a eu 3 fois plus de personnes, on a rencontré 3 fois plus de personnes sur les lieux de prostitution. Donc ça s'est importé de façon massive, ce qui a entraîné aussi des déplacements des secteurs de prostitution. À chaque nouvelle nationalité, il y avait des nouveaux quartiers, des nouvelles rues qui étaient occupées par les mafias, parce que c'est les mafias qui décident des lieux où sont les femmes ou les hommes prostitués. Que peut-on faire alors dans ces cas-là? Que peut-on faire? Par l'accompagnement, etc. Je crois qu'il y a, par rapport aux personnes, je crois qu'il y a 2 choses. Il y a l'aide qu'on peut apporter aux personnes prostituées. Il y a la lutte contre le proxénétisme. Donc là, ça serait quelque chose à vraiment mettre en œuvre. Ce qui, on peut le dire, nous, depuis ces derniers mois, c'est pas vraiment une priorité, que ce soit localement ou au plan national. Ça, normalement, ça devrait être des priorités de la police. La police nous dira qu'actuellement, il y a d'autres choses à faire. Il y a aussi peut-être ce qu'ils vont nous dire aussi, il y a le frein législatif avec des proxénètes qui ont trouvé aussi les failles de la législation, qui se réfugient en Allemagne, pays voisin où la prostitution là-bas est un métier, c'est un travail sexuel déclaré, et où le proxénétisme, tant qu'il ne fait pas preuve de grande violence, ne va pas être condamné. Alors, il y a ces difficultés de différence de législation, mais il y a quand même un point commun sur lequel l'ensemble des pays sont d'accord, c'est la lutte contre la traite des êtres humains. Donc, en fait, il faudrait s'atteler vraiment à ce problème-là en prenant comme point d'ancrage la lutte contre la traite, ce qui nécessite des moyens humains importants, des observations, et actuellement, c'est clair que c'est certainement pas la priorité. Par contre, l'accompagnement des personnes, ça, on le fait. On pourra peut-être l'expliquer aussi comment ça se passe. Peut-être que tu peux expliquer nos actions régulières. Donc auprès des personnes, donc comme je l'ai dit, c'est vrai qu'on les rencontre directement sur les lieux de prostitution. À cette occasion, en fait, on se présente. Nous, on a cette politique, c'est de venir les mains vides pour vraiment replacer l'échange, la relation avec la personne dans une situation de gratuité. C'est vraiment très important pour pouvoir créer une relation de confiance, et ensuite leur faire prendre conscience qu'on est là pour les aider et pour les accompagner. Donc à cette occasion, on leur distribue une petite carte où on explique en fait dans leur langue les actions du Mouvement du Nid. Elles sont invitées à nous rejoindre à nos permanences d'accueil les lundis et les jeudis après-midi afin de boire un café ou de nous parler de leur situation, d'un problème qu'elles auraient envie de régler avec nous. Alors nous, on fait de l'accompagnement global. Ça veut dire qu'on va se caler sur les demandes des personnes, que ce soit en termes administratifs pour un titre de séjour, en termes médicaux, que ce soit pour une IST, une MST ou un IVG. On fait beaucoup d'IVG avec les personnes. Également auprès de la police, on fait un travail d'accompagnement auprès des services de police quand elles ont été agressées par des clients ou par leurs proxénètes quand elles veulent déposer plainte. Donc en fait, voilà, on va les aider aussi à trouver un hébergement. On a créé en 2015 un réseau avec des entreprises qui font de l'insertion, avec notre délégation partenaire de Mulhouse, donc pour leur permettre en fait d'avoir accès à des formations rémunérées, donc pour se réinsérer sur le marché du travail quand elles ont envie de quitter
durablement la prostitution. Et comme on l'a dit tout à l'heure, maintenant il y a les parcours de sortie. Donc dans ce cadre-là, on va faire un travail qui est un petit peu plus sur le long terme avec les personnes, puisque les parcours de sortie sont pour une durée maximale de 2 ans. Donc pendant 2 ans, on va accompagner les personnes dans leur recherche d'un emploi, dans leur recherche d'un hébergement, dans l'apprentissage du français, parce que beaucoup ont besoin d'apprendre le français. Donc voilà, en gros, et en assez peu détaillé, les actions auprès des personnes. Donc tout ça, c'est effectué par nos salariés, nos 2 salariés à temps plein, donc Isabelle et Laurence, mais aussi par nos bénévoles. Donc on a une 20aine de bénévoles qui viennent aux permanences faire les sorties, qui font beaucoup d'accompagnement. Donc ça repose sur un vrai réseau de personnes engagées. Je crois qu'au cœur de Strasbourg, pour revenir, on peut quand même dire que la ville de Strasbourg, et avec d'autres associations, est quand même depuis longtemps très, très engagée sur ce sujet, puisque Strasbourg a été quand même la première grande ville en France en 2014 de faire une campagne sur toute la ville pour sensibiliser l'opinion publique strasbourgeoise à la violence que représente la prostitution. À l'occasion de la loi aussi en 2016, avril 2016, c'est aussi à Strasbourg qu'a eu lieu le lancement d'une autre campagne nationale sur la question de la prostitution. Donc on a localement un réseau politique très engagé, et aussi il faut savoir que c'est une région, la région Alsace, qui est abolitionniste depuis longtemps. Alors, je crois que c'est peut-être en lien avec l'humanisme rhénan, puisque Colmar, en 1885, je crois, a été la première ville d'Europe à fermer ses maisons closes avant la loi française. Et Strasbourg a suivi en 1925. Et les fermetures officielles sur le territoire français, c'était 1946, la loi Marthe-Richard. Donc on veut dire voilà, on a une région quand même qui est toujours très mobilisée pour cette promotion de l'abolitionnisme. Parce que la nouvelle loi nous engage dans un nouveau regard abolitionniste, humaniste et féministe par rapport à cette question de la prostitution. Alors, comment limiter les ravages liés à la santé, le moral, le psychisme dont peuvent être victimes les personnes prostituées en fait, et comment aider celles et ceux qui veulent en sortir? Alors, comment limiter les ravages? C'est vrai que vous avez un bon mot, c'est vraiment des ravages, c'est très grave, quoi. C'est une atteinte à leur dignité profonde qui va les marquer tout le temps. Donc, les limiter, je ne sais pas si on va les limiter, parce qu'une fois qu'on est déjà là-dedans, on est blessé. Donc, c'est comment accompagner les personnes pour qu'elles soient capables de faire de toutes ces blessures leur force. Et je crois que on est témoin au démois, plus toute l'équipe, de la capacité de résilience qu'ont de nombreuses personnes qui deviennent des combattantes. Je crois qu'on peut se dire que nous avons à Strasbourg un réseau de femmes combattantes, des femmes qui sont debout, qui ont marché, en particulier actuellement. Moi, je suis en admiration devant plusieurs jeunes femmes du Nigeria qui ont osé dénoncer leur réseau, qui sont en attente de papier en ce moment, mais qui restent des femmes de 20 ans, 22 ans, debout, avec des projets, qui s'encouragent, qui soutiennent, qui dénoncent, qui disent oui, c'est un esclavage qui ne doit pas exister en ce 21e siècle, et en sachant que pendant 3 mois, elles ont traversé le désert, laissé des compatriotes morts, marché sur des cadavres, coulé, des bateaux qui ont coulé dans la mer, étaient réexpédiés vers la Libye pendant 3 semaines, 1 mois. Elles ont subi tous les jours des viols, et elles sont là, à Strasbourg. Elles ont été encore exploitées et maintenant elles sont debout. Donc je crois qu'aujourd'hui, il y a une prise de conscience à avoir de façon citoyenne. Et votre radio, on vous remercie parce que vous y allez y contribuer. Et on pense qu'il faut vraiment dénoncer. À l'heure où on se parle, il y a des femmes qui souffrent, qui sont exploitées dans le silence, dans des bunkers, dans le sable, dans le Sahara, dans les déserts de Libye et ailleurs dans le monde, en Amérique latine, en Thaïlande, en Chine. Il n'y a aucun pays au monde qui, en ce moment, n'épargne des femmes, des hommes, des enfants. Et je crois qu'il faut qu'on se bouge et surtout qu'on se dise « Stop, le sexe ne peut pas s'acheter. Je ne peux pas faire de l'autre mon objet sexuel. » Exactement. Marianne? Merci. Je voulais un petit peu savoir aussi, merci pour toutes ces précisions qui sont très, très importantes et pour nos auditrices et nos auditeurs. Est-ce qu'il y a aussi beaucoup de mineurs dans l'accueil? Est-ce que vous pouvez les accompagner de manière peut-être encore plus forte que les autres?
Alors, c'est un sujet, la prostitution des mineurs, qui émerge ces derniers mois, qui est parti surtout du Nord avec toute la question des immigrés, des camps, etc. À Strasbourg, pour le moment, on a du mal à évaluer ça parce que d'abord, les personnes, nous, quand on va les rencontrer sur les lieux de prostitution, on n'est pas policier, on ne demande pas à l'âge. Donc, on est à l'écoute des personnes, on prend ce qu'elles nous donnent à voir. C'est vrai que parfois, on trouve qu'il y en a qui sont très très jeunes, qui font mineurs, mais jusqu'à présent, là, en ce moment, on n'en a pas vraiment. Par contre, ce qu'on s'aperçoit, c'est que quand on écoute les personnes, la moyenne de début d'entrée en prostitution pour l'ensemble des personnes, c'est 14 ans. Qu'elles soient françaises ou étrangères. Donc ça, c'est quelque chose qui est réel. Donc ça veut dire qu'elles n'ont pas forcément commencé de façon visible dans la rue comme ça, parce qu'elles sont mineures, donc elles se cachent. Mais donc la prostitution est quelque chose qui se pratique en étant jeune. Et voilà, il faut le savoir. La dernière personne mineure qu'on a accompagnée, ça date d'il y a 2 ans, c'était une Française, 15 ans. Donc, elle était française. Et donc, vous voyez, faut pas non plus voir ça que les étrangères. Mais c'est vrai que sur l'ensemble du territoire, la prostitution mineure est aujourd'hui une vraie préoccupation. D'ailleurs, pas seulement sur le territoire français, mais il y a également surtout le territoire européen. Et avec la crise migratoire, si vous me permettez l'expression, il y a 10 000 mineurs non accompagnés qui ont disparu en fait en Europe. Ça a été dénoncé par Frontex et Europol, et on ne sait pas où ils sont. On ne sait pas s'ils ont été récupérés par des membres de famille ou récupérés par des réseaux. Et je vous invite à regarder un très bon documentaire qui est sorti sur ce sujet sur Arte, qui est encore disponible et qui fait d'ailleurs une enquête sur ces mineurs exploités et victimes de réseaux en Europe, et notamment en France et en Allemagne. Et par rapport à la prostitution, ils sont plutôt vendus par les réseaux sur Internet pour éviter justement d'avoir d'être retrouvés par les policiers et les travailleurs sociaux. Donc c'est une vraie question à laquelle on n'a pas forcément tous les moyens pour y répondre. Et bon, c'est vrai que quand on parle avec les personnes, en moyenne, elles ont commencé à 13-14 ans, 15 ans en moyenne, quoi. Justement, vous avez prononcé le mot qu'il ne faut pas prononcer, moyens. Dans votre structure, votre association, quels sont vos moyens? Et évidemment, ils ne sont jamais assez, j'imagine. Mais est-ce que vous pouvez un peu préciser? Les moyens, ils sont financiers, c'est sûr qu'il nous en faut. Donc, la prostitution étant normalement, prioritairement une mission de l'État, nos subventions principales viennent du service droit des femmes. Donc, vous l'avez entendu l'année dernière, il y a limitation des crédits. On a réussi à les sauver. Pour ce qui concerne notre délégation, sur l'ensemble du mouvement national, ça n'a pas été le cas partout. Donc, il y a vraiment eu, il y a eu et il y a encore et il y aura encore de graves difficultés financières. Nous, on a la chance de pouvoir compter aussi sur le soutien des autres institutions locales, à savoir la ville de Strasbourg, le conseil départemental, le conseil régional. Donc là, c'est aussi un soutien. Il y a les fonds qu'on récolte lors du marché de Noël. C'est pour nous aussi une autre façon d'avoir de l'argent. Il y a les dons que vos auditeurs vont peut-être nous faire dans les prochains jours. Ça, on en sera ravis. Mais c'est clair que le combat continue pour avoir des moyens financiers. Maintenant, il nous faut aussi des moyens humains. Au-delà dit, il y a une vingtaine de bénévoles, la tâche est immense. Donc, si on a qui se sentent une âme abolitionniste du temps, au nid, on peut faire plein de choses. C'est une belle aventure humaine, une belle aventure citoyenne. Je crois que si les auditeurs ont du temps à donner, qu'ils n'hésitent pas à nous rejoindre et peuvent appeler 03 88 32 77 67. On a une page Facebook que Aude gère. Et puis, on a aussi un site. Vous faites Mouvement du Nid, vous verrez Strasbourg. Vous avez tout. Donc, voilà, les moyens, ils sont toujours... on pourrait en avoir plus, mais on ne va pas passer le temps à nous désespérer. Je crois que les personnes, ce qu'elles vivent, ne nous donnent pas le droit de baisser les bras. Elles ne baissent pas les bras, elles n'attendent pas de nous qu'on baisse les bras. Bien sûr, il faut rester mobilisé avec d'autres, avec les associations féministes, mais vous le savez aussi, la cause de la prostitution, tout le monde ne partage pas le combat abolitionniste. On va avoir 2 ans d'évaluation de la loi. On sait très bien qu'aujourd'hui, il y a des associations, y compris à Strasbourg, qui ne partagent pas ce projet de nouvelle loi. Il y a des associations qui s'opposent à la pénalisation des clients.
Donc, vous voyez, il y a encore beaucoup à faire, pas seulement au niveau des moyens humains, mais je crois qu'au niveau des changements des mentalités, d'une perception et d'une reconnaissance de la prostitution comme une atteinte à la dignité des personnes qui le pratiquent, à la dignité de ceux qui achètent et à notre dignité à chacun et chacun d'entre nous dans notre société lorsqu'on continue d'accepter et de banaliser ça, eh bien, je crois que là, il y a encore beaucoup de travail à faire. D'accord. Alors, est-ce que vous avez eu à organiser des actions autour du 8 mars? Oui, tout à fait. On a organisé une après-midi porte ouverte le mardi 6 mars, Oui. où on a invité donc l'ensemble du public strasbourgeois à venir nous rencontrer dans nos locaux à Strasbourg, donc au 1 quai Saint-Jean. À cette occasion, on avait également affiché notre exposition L'Envol que nous avions réalisée en septembre de l'année dernière avec l'association de photographes Imagora Photo. Cette exposition avait en fait rassemblé des personnes volontaires que nous accompagnons à l'occasion donc, de nos 80 ans. Elle avait été exposée, je sais plus, en novembre. En décembre, à la ville de Strasbourg, et donc on l'a réexposé le mardi 6 mars, et on a fini cet après-midi porte ouverte par 2 projections débat avec nos bénévoles. Donc ça a été l'occasion de présenter notre action. On a eu beaucoup de retours positifs de la part des participants et des participantes. Donc on espère que voilà, ce sera suivi des faits, qu'on aura peut-être des demandes de bénévolat, qui sait. Et ce qu'on peut se dire, c'est aussi que cette exposition L'Envol, elle tourne dans la région Grand Est là jusqu'en décembre de cette année. D'accord. Donc si jamais dans les auditeurs, il y en a qui travaillent avec une association qui dit tiens, on voudrait sensibiliser notre public, eh bien, qui n'hésite pas non plus à nous contacter. Je crois que pour nous, il est important à l'occasion de cet anniversaire de la Fondation du Nid, de donner la parole aux personnes qu'on accompagne. Leur parole ne doit pas être confisquée, et à travers l'exposition, ça a été un grand moment pour elles, parce qu'elles ont été regardées de façon respectueuse par ce collectif de photographes. Et de se voir mise en valeur, de voir leurs paroles aussi, parce que vous pourrez voir, il y a un site qui correspond aussi avec cette exposition, on peut les entendre. Là encore maintenant, si vous faites l'envol, vous allez sur Internet et vous pourrez voir des photos et aussi les entendre. Et vous avez des femmes qui ont chanté, qui sont exprimées dans leur langue, etc. et qui sont très présentes, qui l'autre jour à la porte ouverte expliquaient l'exposition, dédicaçaient le livret de l'exposition. Donc pour nous, à travers toute cette exposition L'Envol, c'est aussi tout un dynamisme de leur laisser la parole, de libérer leur parole, de sortir de la honte. Et je crois que ce poids de la honte, il pèse dans ce milieu de la prostitution. Et notre rôle à nous, eh bien, il est de leur permettre, tout comme Rosanne Hicher, qui est une des survivantes très dynamiques là pour toute la France, qui les a soutenues aussi, qui est venue s'exposer aussi qui a participé à l'expo photo, eh bien, de permettre que ces femmes, ces hommes, parce qu'il y a aussi un homme dans l'exposition, nous interpellent dans leur combat, et que ce soit eux qui prennent en main leur avenir, leurs décisions, la parole par rapport à ce système d'exploitation qui rejette, et puis qui avec nous, ils veulent contribuer à une société sans prostitution, une société pour plus d'égalité, plus de sororité, plus de fraternité. Parfait. Merci. J'allais encore vous poser la question de comment on fait pour mieux vous connaître, pour vous contacter. Mais Isabelle, vous avez à peu près tout dit. Donc je répète, Internet, le Nid, vous pouvez téléphoner, vous pouvez mailer, vous pouvez les trouver. Vous avez une exposition en vol qui mérite d'être regardée sur Internet et que vous pouvez même demander au Nid pour faire tourner dans vos associations respectives pour vos publics. Je crois qu'il vaut mieux le dire 2 fois plutôt qu'une. Moi, j'ai une dernière question à vous poser concernant non seulement votre association, mais cette démarche abolitionniste qui n'est pas gagnée encore, même si elle est bien engagée. Quel est votre avis sur le débat et les forces en présence pour les mois qui viennent ? Le débat va être assez compliqué puisque, comme Isabelle l'a dit tout à l'heure, la loi va être évaluée sous peu parce que c'était prévu dans la loi de 2016 qu'elle soit évaluée au bout de 2 ans. Donc on y est, ça va sortir les premiers résultats en avril. Nos opposants ont déjà commencé leur fronde contre cette loi et qu'ils remettent depuis le début en question et dont ils veulent l'abolition, donc l'abolition de l'abolition. Donc il y a déjà Médecins du Monde et le Stras qui se sont mobilisés dès décembre d'ailleurs
qui ont fait des conférences de presse, des campagnes de communication pour décribiliser la loi et s'insurger contre. On ne s'avoue pas vaincu, puisque de notre côté, on fait également des campagnes de communication pour continuer à sensibiliser le public. Je pense que l'envol de notre exposition participe de cette campagne de sensibilisation, puisqu'elle est un bon moyen de donner la parole en fait, aux personnes sur leur expérience dans la prostitution et de sensibiliser le public à cette question. Donc le combat n'est en effet pas gagné, mais je pense qu'il est sur la bonne voie. Et puis on continue, nous en tout cas à Strasbourg, notre plaidoyer abolitionniste auprès des acteurs locaux que nous rencontrons régulièrement. Je tiens également à rappeler que en septembre ou octobre de l'année dernière, notre délégation a reçu le prix des citoyens européens soutenu par l'eurodéputé du Grand Est Édouard Martin pour notre action en faveur des personnes prostituées et pour le combat abolitionniste. Donc je pense que notre cause a un écho certain tant au niveau national qu'au niveau européen, et on a l'intention de continuer ce combat par ailleurs avec d'autres assos abolitionnistes par-delà les frontières, puisqu'on travaille régulièrement avec des associations allemandes notamment à Kiel, mais également à Saarbrück avec l'association Hadassah Initiative Féminine qui participe régulièrement à nos actions à Strasbourg et qu'on rencontre régulièrement à l'occasion de leurs actions à elles à Saarbrück. Donc le combat continue, le combat est national et européen, et on a bien l'intention de le faire vivre pour longtemps. Je crois que la loi, on ne peut pas dire qu'au bout de 2 ans, elle soit mauvaise. On est au début de son application. Et pour qu'une loi soit appliquée, 2 ans, c'est court, c'est bref. Et c'est ça qu'il faut évaluer. Comment elle a été mise en œuvre, quels ont été les freins. Ce n'est pas parce qu'elle n'est pas mise en œuvre sur l'ensemble du territoire qu'elle vaut rien. On ne peut pas comme ça dire qu'elle vaut rien. Il y a des départements qui ont réussi quand même à pénaliser les clients. Alors quand on nous dit à Strasbourg c'est pas possible de pénaliser les clients, il y a quand même eu plus de 2000 clients qui ont été pénalisés. Donc c'est faisable. La lutte contre le proxénétisme, c'est faisable. C'est des choix politiques. Et je crois que voilà, il faut se dire 2 ans, il y a des choses qui sont faites. C'est un début. Et il faut se dire que vous le savez certainement, il y a quand même 1/3 des lois en France qui n'ont jamais eu leur décret d'application. Cette loi a été votée en 2016. Très vite, elle a eu l'ensemble de ces décrets d'application qui ont permis de la mettre en œuvre. Donc c'est déjà à saluer. C'est pas rien au niveau législatif d'arriver à quand même à voir ce que la loi et les décrets qu'elles soient mises en place. Donc continuons à la mettre en place sur l'ensemble du territoire français, dans tous les départements. C'est là qu'elle doit se mettre en place. Donc on en est au début et continuons. Parfait. Est-il prévu une grande campagne d'information, parce que il y a les moyens policiers et le volontarisme gouvernemental, mais il y a peut-être aussi l'écoute plus attentive depuis 2017 de l'expression justement d'une volonté abolitionniste par rapport aux autres. Il y a, au plan international, le NI a suscité la coalition pour l'abolition de la prostitution. Ils sont quand même présents. Et là, c'est vraiment un plaidoyer international. Donc, je crois que c'est aussi porteur. C'est important de ne pas avoir cette cause uniquement, comme l'a dit Aude, plan français. C'est une cause qui doit être européenne et internationale. Et là, on voit qu'il y a quand même beaucoup d'intérêt. La loi française, finalement, on se rend compte, quand on travaille au plan international, qu'elle intéresse des tas de pays sur tous les continents, qui sont tous étonnés. Donc, il faut se dire que là aussi, c'est important de continuer de la faire vivre, parce qu'on devient un modèle pour d'autres. En ce moment, le Luxembourg est en train de s'intéresser aussi, la Belgique aussi. Donc, on est des pays voisins. Donc, même si chez nous, tout n'est pas encore à faire, il y en a déjà qui s'en emparent grâce à nous, qui disent « Oh, la France, quelle initiative vous avez pris !» Donc pour nous, c'est encourageant. Alors on peut toujours faire mieux, mais je crois qu'il y a une essence, au-delà dit, chez les Allemands, pourtant c'est un pays réglementariste où tout est, semble-t-il, en ordre. En ce moment, ils sont là-bas, chez nos voisins, à quelques minutes d'ici, en train de remettre en cause la pertinence de cette réglementation. Et ils reconnaissent que cette réglementation qui aurait dû permettre de bien organiser la prostitution et de faire que toutes les femmes, femmes et hommes qui soient dans les bordels, soient là de façon volontaire, reconnue, contractualisée, ils s'aperçoivent que 90% des personnes qui sont dans les bordels sont illégales. Donc en ce moment, même l'État allemand,
qui auraient une loi soi-disant qui est très bien, qui lutte contre les réseaux, eh bien, ils sont en train de s'interroger, de se remettre en cause parce que il y a aussi des difficultés sanitaires, il y a plus d'usage de préservatifs, les maladies qui se développent, etc. Donc, je crois que ça, souvent, on l'oublie. On veut voir la réglementation comme une apogée, comme quelque chose de grande réussite. Mais aujourd'hui, ce pays voisin est en train de s'interroger sur la légitimité de cette législation. D'accord. Merci beaucoup. Ça, c'est une bonne nouvelle. Ouais. Merci à Isabelle et Aude d'avoir été parmi nous donc pour nous parler de votre structure et des actions que vous menez sur le plan local et également national. On va faire une toute petite pause avant de terminer notre émission. Encore merci à vous. Merci à vous. Actualité, culture, société sur RBS 91.9. De retour sur de Strasbourg et d'ailleurs l'émission que vous propose le Conseil des résidents étrangers sur la RBS 91.9. La parole est à Marianne qui va nous faire un petit billet de Tata Marianne. Marianne, tu as la parole. Merci Nabou. Voilà. Alors après cette présentation très très complète et rude de système prostitutionnel, je voulais vous emmener un petit peu loin dans le temps et loin dans l'espace pour vous faire partager une lecture ancienne que j'ai ravivée pour montrer qu'il y a peut-être un lien entre les inégalités femmes-hommes dans le système patriarcal et que le système prostitutionnel s'en est peut-être un peu inspiré. Donc là, je vous parle d'un livre écrit en 1979 par Mariam Abba qui s'appelle « Une si longue lettre ». C'est une lettre envoyée de cette grande écrivaine sénégalaise qui a beaucoup œuvré pour les droits des femmes dans son pays et dans le monde entier. Elle écrit à sa meilleure amie et sa meilleure amie est une femme qui n'a pas accepté la polygamie et qui a refusé dans les années 50, ce qui n'était pas facile déjà nulle part pour les femmes, y compris dans les pays européens, qui a refusé la polygamie et qui a adopté, comme vous allez l'entendre par sa lettre, une attitude de femme libre. Elle écrit donc à son mari lorsqu'il a pris une deuxième femme. Maoudou. Les princes dominent leurs sentiments pour honorer leurs devoirs. Les autres courbent leur nuque et acceptent en silence un sort qui les brime. Voilà schématiquement le règlement intérieur de notre société, avec ses clivages insensés. Je ne m'y soumettrai point. Au bonheur qui fut nôtre, je ne peux substituer celui que tu me proposes aujourd'hui. Tu veux dissocier l'amour tout court et l'amour physique. Je te rétorque que la communion charnelle ne peut être sans l'acceptation du cœur, si minime soit-elle. Si tu peux procréer sans aimer, rien que pour assouvir l'orgueil d'une mère déclinante, je te trouve vile. Dès lors, tu dégringoles de l'échelon supérieur de la respectabilité où je t'ai toujours hissé. Ton raisonnement, qui scinde l'amour, est inadmissible. D'un côté, moi, la vie, ton amour, ton choix. De l'autre, la petite Nabou, à supporter par devoir. C'est pas moi. Ce n'est pas notre Nabou. Maoudou, l'homme est un, grandeur et animalité confondues. Aucun geste de sa part n'est de pur idéal. Aucun geste de sa part n'est de pure bestialité. Je me dépouille de ton amour, de ton nom. Vêtu du seul habit valable de la dignité, je poursuis ma route. Adieu, Aïssatou. Et elle a fait sa vie de femme libre et elle est devenue diplomate et en charge au niveau d'organismes internationaux de l'égalité et des droits des femmes. Il y a en partie une histoire vraie dans ce roman de Mariam Ba qui donc a seulement été traduit en France en 2006 et que je vous conseille fortement d'acheter aux éditions Actes Sud, je crois. Et qui existe encore et qui doit se faire... Pardon, aux éditions Le Serpent à Plumes. C'est une très belle langue d'une écrivaine, donc du Sénégal français. Merci beaucoup Marianne pour ce billet. Donc notre émission tend vers sa fin. Nous vous remercions d'avoir été avec nous. Et vous donnons rendez-vous dimanche prochain, même heure, même fréquence. Tout de suite, Afrique Hebdo.